donc, dans le cadre du partenariat 42AI et Carnot, et aussi pour présenter un peu à tout le monde qu'est-ce qu'est Carnot et quelle est la plateforme Carnot, voilà, on va faire un petit tutoriel pour découvrir comment lancer une tâche sur Carnot et pour faire ça de façon intéressante, on va utiliser le machine learning avec un tutoriel chien et chat. Du coup, une présentation rapide de la plateforme Carnot, puis du fonctionnement du classifieur utilisé, le tutoriel pour envoyer toutes les informations sur Carnot, entraîner le classifieur et ensuite le tester. Et ensuite, une petite partie pub pour ceux qui cherchent des stages. On a pas mal de sujets de stages assez intéressants, mais assez poussés. Et une dernière partie qui sera, si vous avez des questions sur Carnot, sur les stages, sur le fait de sortir de 42, un petit peu tout. Donc voilà, d'abord, qu'est-ce que Carnot? Carnot, c'est une boîte qui a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc, quand j'ai intégré en 2019, il y avait un peu plus d'une trentaine de personnes. Maintenant, on est un peu plus de 50, donc une très forte croissance. Elle est située à Montrouge, donc dans le sud de Paris. Qu'est-ce que fait Carnot? L'un des buts de Carnot, c'est de... On s'est rendu compte que l'informatique, c'était génial. On avait besoin toujours de plus de puissance de calcul. Le problème de la puissance de calcul, c'est que ça génère de la chaleur. C'est une chaleur fatale. Ça peut pas être... c'est une chaleur qui ne peut pas être bloquée ou enlevée pour l'instant. Et donc, ce que voulu faire Carnot, c'est Carnot a voulu réutiliser cette chaleur-là, la recycler, en amenant les serveurs au plus près des endroits où il y avait besoin de chaleur. Donc, ça a commencé avec le QH1, qui est le radiateur de Carnot, donc, qui est principalement euh, mis dans des HLM ou des logements sociaux pour des raisons de disponibilité, puisque ça demande des grandes installations, mais aussi parce que on trouve ça plus intéressant de pouvoir fournir et proposer à des gens de la chaleur gratuite. Donc ensuite, il y a eu le petit dernier qui est le QB1, c'est les chaudières numériques. Comme le QH1, ça chauffe, sauf que là, ça chauffe de l'eau et ça permet de proposer un afflux toute l'année à des chaudières. Et vu qu'on a besoin d'eau chaude toute l'année, c'est beaucoup plus intéressant que le radiateur. Et enfin, le troisième, c'est le QS1. Ce sont on utilise des entrepôts de stockage inutilisés pour chauffer des séries d'entrepôts en pompant la chaleur des cartes mères et des CPU. Donc, le QH1 et le QB1 sont CPU only, mais le QS1, c'est CPU plus GPU. Et les trois sont en croissance aujourd'hui. Donc, pour générer tout ça, ça demande beaucoup d'organisation. Et du coup, on a créé notre propre plateforme qui s'appelle le QWare, qui va pouvoir être utilisée par les clients pour envoyer leurs tâches via une API et qui va automatiquement redistribuer ces tâches de calcul-là en fonction des demandes clients vers les différentes instances matérielles. Donc, sans que le client ait besoin de se poser la question de comment est-ce que son calcul va arriver sur le radiateur, comment est-ce qu'il va tourner et comment est-ce qu'il va être envoyé. Tout ça, c'est nous qui le gérons via l'API Carnot. Donc, une API, c'est bien, mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça que pour une utilisation plus friendly, on a construit une console qui est un site web qui permet d'envoyer des tâches et d'avoir une vision de tout ce qui tourne sur Carnot, et des SDK qui feront la même chose, mais en ligne de commande ou via Python, C# ou en JS. Donc, pour situer, proposer une utilisation simple, il faut juste importer, par exemple en Python, tu importes le SDK Carnot. Tu prépares ta connexion en mettant ton API token dans l'objet connexion. Ensuite, tu crées une tâche, tu lui donnes un nom, tu lui donnes un profil. Les profils, c'est les différents profils machines qui vont être utilisés. Et suivant le profil, tu vas avoir différentes machines, mais aussi accès ou non-accès à Internet, par exemple. Et le nom d'instance que tu veux que cette tâche tourne. Donc, le nom d'instance sur lequel cette tâche doit tourner. Tu lui proposes un repo Docker. Si tu ne proposes pas de repo Docker, il prendra par défaut un Ubuntu 18, si je me souviens bien. Et une ligne de commande à exécuter, ce sera cette ligne de commande ton programme.
Ensuite, tu as juste à la faire tourner et print. Donc là, pour le coup, si on veut récupérer le stdout, du coup, tu as juste à print le stdout du Python. Donc voilà, si vous voulez, je vous propose de commencer par faire un petit tutoriel pour ceux qui veulent essayer. Pour ça, il faut vous connecter à la plateforme Carnot. Je ne sais pas si vous avez reçu le PDF avec toutes les instructions de connexion. Donc, une fois que vous êtes connecté, normalement, vous avez accès à Account qui ressemble à ça. Sur Account, vous pouvez copier votre token sans le montrer directement en cliquant ici. Et ensuite, l'utiliser où vous voulez dans Carnot. Donc, à la création d'un nouveau compte, vous avez 15 euros pour tester la solution, ce qui correspond à peu près à 60 heures de calcul. Une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à la console et à Account. Account, ça va être un petit peu le gestionnaire qui va vous permettre de gérer donc les crédits que vous mettez sur la plateforme et la console vous permettre de gérer les tâches que vous envoyez, donc, mais aussi si vous faites du regroupement de tâches et tout, les poules et les jobs, les buckets qui vont être l'endroit où vous mettez donc vos informations. Une tâche lancée ressemble à peu près à ça. Donc, elle a un ID unique, elle a un nombre d'instances qui vont être le nombre de fois que la tâche va tourner. Elle a un profil qui va gérer ce que vous avez sur la tâche, enfin quelle machine vous avez et ce que vous pouvez faire avec la tâche. Et là, vu que c'est une tâche Docker, il y a donc les informations du Docker, donc le repo, le tag et la commande. Du coup, comme je disais, donc on voit la partie Docker, la partie environnement, qui va être le profil de machine sur lequel vous êtes, le temps d'exécution. Donc ensuite, il y a le nom d'instance, les instances qui sont en train de tourner en ce moment. Donc là, la tâche est finie. Le temps par instance, donc le statut de la tâche, si elle est réussie ou échouée, et son ID unique. Donc si on vient sur le tutoriel, donc une fois que vous êtes connecté, il faut faire un pipe install Carnot pour installer le SDK Carnot sur votre session. Du coup, pour lancer un tuto simple, j'aurai le Word. On utilise Python, bah là j'utilise l'interpréteur classique. On apporte Carnot. Donc on crée sa connexion. Euh, on prépare sa tâche. Donc on va créer une tâche qui va s'appeler Hello World. On va dire qu'elle va tourner sur Docker Batch, c'est le profil classique. Et on va en faire 4. On va lui donner comme repo un Ubuntu 18.4.
Et comme commande, on va lancer un echo hello world. Donc une fois que tout est prêt, la tâche est prête à être lancée. On va faire un task run qui va lancer la tâche et attendre qu'elle se termine. Donc si on va dans la console, on peut voir que la nouvelle tâche est bien arrivée. Là, elle est submitted, ça veut dire qu'elle attend de trouver une machine prête pour la lancer. Donc là, on voit qu'elle a un ID unique. Il y a 4 instances. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui tourne. Et le temps par instance est de 0. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on utilise Docker? Parce que c'est l'une des solutions les plus simples et les plus optimisées pour lancer des tâches de calcul, que ce soit sur une machine à distance ou même en local si on a besoin d'un environnement particulier. Euh, voilà, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus rapide à lancer qu'une VM, ce que d'autres providers de ressources font. Donc en attendant que la tâche s'exécute, je propose qu'on commence à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil de machine learning. Donc on va utiliser un classificateur. Je vous rappelle ce que c'est vite fait que le machine learning. S'il y a des gens qui ne sont pas très très à l'aise avec, le machine learning, c'est euh, donc l'ordinateur qui va prendre de lui-même des relations entre différentes données, et qui va essayer de trouver quelle est la relation la plus forte entre ces données-là. Donc un type particulier de machine learning, c'est le réseau de neurones. Donc il va prendre plusieurs données en entrée, qui va leur attribuer un poids à chacune, qui va les donc qui va les récupérer et les associer en leur appliquant un biais, qui va passer cette somme ou ce produit dans une fonction d'activation. Et le résultat de ce produit plus la fonction d'activation, ça va être la sortie du neurone. On parle de réseau de neurones parce que ces neurones-là, on peut tous les associer ensemble pour créer des énormes réseaux. Donc réseaux qui vont entraîner où on peut passer énormément de données en entrée à ces réseaux-là, qui vont te donner moins ou tout autant de données de sortie ou plus, et, euh, et donc qui vont être ensuite et qui ensuite, au niveau de l'entraînement, vont passer par une backpropagation qui va faire en sorte de modifier les poids pour optimiser donc chacun des neurones. Et les réseaux de neurones sont très 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 utilisés dans la détection d'images parce que c'est un problème qui est très très complexe d'un côté et de l'autre qui demande énormément de données puisque chaque pixel représente une donnée. Donc chose dans laquelle les réseaux de neurones sont plutôt efficaces. Donc l'algorithme qu'on va utiliser, c'est le modèle interceptor V3. Donc c'est un modèle qui a été créé par Google, donc en utilisant sa brique open source qui est TensorFlow, et entraîné sur ImageNet, qui est la plus grosse banque d'images, je crois, catégorisée du web. Donc le modèle utilisé, c'est un modèle conventionnel. Donc c'est-à-dire que c'est un modèle qui va prendre en entrée un tableau de plusieurs dimensions, là 3 dimensions puisque c'est une image en RGB,
et ensuite qui va lui appliquer différents filtres, puis réduire la taille de l'image petit à petit, jusqu'à atteindre donc une seule dimension, une matrice d'une seule dimension, qui va pouvoir splitter en classes. Donc voilà, pour la transformation de l'image, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une image, la normaliser, c'est-à-dire transformer toutes ces valeurs en float, la resize pour que toutes les images fassent exactement la même taille, ensuite transformer toutes ces valeurs qui sont entre 0 et 256 en valeurs entre 0 et 1, pas entre 0 et 1 parce que c'est comme ça que fonctionne un neurone de façon la plus efficace. Et ensuite, mettre les images en cache pour le training et n'avoir besoin de préparer l'image qu'une seule fois et pouvoir la réutiliser autant de fois qu'on veut. Ou alors, pour la transformation, au final, l'utiliser tel quel. Donc en code, ça donne ça. Donc tu prends le fichier, tu vois quel type de fichier c'est, et tu vas décoder ce fichier-là en fonction du type de fichier. Tu vas caster ce fichier qui est un fichier de 3 channels RGB, donc en float. Ensuite, tu rajoutes une dimension, je ne sais pas exactement pourquoi. Tu resize l'image, tu transformes ton 0,255 en 0,1 et tu ajoutes le résultat, tu normalises le résultat. Donc, ensuite, pour ce qui est du training, donc, vu qu'on utilise un modèle préconstruit, la première chose à faire, c'est de récupérer le modèle. Ensuite, on va ajouter des labels dans le modèle, c'est-à-dire des images en plus en fin du modèle. On crée une fonction d'évaluation, enfin des images, des layers en plus à la fin du modèle. On crée une petite fonction d'évaluation pour vérifier que ça marche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le schéma classique d'un modèle de machine learning, c'est-à-dire qu'on va prendre l'image, on va passer l'image dans le modèle, on va comparer l'image avec le résultat attendu, et on va demander au modèle de changer donc, sa façon de voir les choses, c'est-à-dire ses poids, en fonction de la distance entre l'image et le résultat attendu. Et une fois qu'on a traîné suffisamment de steps pour se dire qu'on est satisfait, on sauve le modèle pour pouvoir donc l'utiliser plus tard durant la labellisation. Donc voilà, le code concentré, c'est à peu près ça. On récupère une liste d'images, on récupère le modèle, on récupère les informations du modèle, on prépare donc le modèle à être entraîné. Ça, c'est un petit peu plus obscur puisque ça vient du modèle pré-entraîné qui sait déjà comment se modifier. Ensuite, on ouvre une nouvelle session. On récupère les images qui sont en cache. On ajoute l'évaluation. On ajoute un sauveur pour pouvoir sauver le modèle plus tard. Et ensuite, tant que le nombre de traits n'est pas... et ensuite, on traîne le nombre de traînes qu'on avait choisi de faire. Une fois que ça c'est fini, on sauve le modèle final pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc, voilà. Ensuite, quand on a besoin de labelliser l'image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les deux premières étapes, c'est-à-dire transformer l'image en vecteur utilisable par le modèle, et ensuite le passer une fois dans le modèle, et regarder quel résultat il nous donne. Donc, ça donne beaucoup moins de code, c'est à peu près ça. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions en attendant. Oui, c'est du deep learning. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Bah, merci déjà pour la présentation. J'ai une Oui. question parce que j'ai fait une formation l'année dernière, enfin un bootcamp en machine learning et deep learning. Et donc, de ce que je comprends bien, Carnot, ça permet de faire du machine et du deep en clé en main. Non, si vous voulez, pour ce genre de questions, il faut les garder pour la fin. Et
D'accord, OK. Ouais. Parce que je voulais savoir l'intérêt là de prendre un modèle du coup de coder un modèle de deep learning juste pour une classification. Parce que c'est un modèle qui est efficace et qui est utilisé, qui est simple à utiliser. OK, d'accord. Merci. Donc, si on revient sur le premier, donc si on revient sur la première tâche, elle est finie, elle a été success. Du coup, on peut voir que les nodes ont bien écrit Hello World et chaque node a donné son numéro. Et on peut lancer un deuxième modèle qui est un peu plus ambitieux, qui va être le modèle de machine learning. Donc, pour ça, donc, il faut importer Carnot, donc, comme la dernière fois. Ensuite, se connecter, donc avec Carnot Connection Client Token. Créer un bucket. Un bucket, c'est donc un lieu de stockage dans lequel les fichiers dont on aura besoin sont stockés et auquel la tâche aura accès. Donc là, on va créer tous les buckets nécessaires pour pouvoir entraîner puis tester ce réseau de neurones. Donc je ne sais pas si vous voulez le faire avec moi, là je le fais en direct. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 4 buckets, un bucket avec tous les scripts nécessaires que je pourrais vous montrer, qui sont là. Donc ça va être le script final, ça va être le script de lancement. Ça va être le script d'entraînement qui est un peu plus grand que ce que j'ai mis. J'ai juste mis les passages importants dans la doc. Et ça, pareil, ça va être le script de lancement de ce script en Python. Donc, une fois que les buckets sont enregistrés, on vérifie qu'ils sont bien là. Donc, on a besoin de doccat_small qui doit contenir les images de chien et de chat. Donc ça va être les images qu'on va essayer de classer. On a besoin de learn qui vont être toutes les images de chien et de chat déjà classées. Donc pour que le modèle apprenne à différencier un chat d'un chien, mais aussi un chat d'un singe et un chat euh, d'un écureuil.
Et enfin, le pre-train modèle qui va être donc le modèle qu'on va utiliser pour, pour faire cette classification. Donc, une fois que les buckets sont sauvegardés, on peut lancer le premier modèle qui va être le réentraînement donc, de l'algorithme, enfin du réseau de neurones. Donc pareil, on réimporte Carnot, on crée sa connexion, on crée sa tâche. Donc on lui donne un petit nom. On lui donne un profil. Et on lui donne un nombre d'instances. Ensuite, on ajoute les ressources. Donc les ressources, c'est les buckets qu'on veut que la tâche puisse utiliser. Donc là, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse avoir le modèle entraîné. Donc, mais aussi les scripts. Et les données à prendre. Tac. Ensuite, on va créer un bucket de résultats. Donc, qui sera l'endroit où tout ce qui sera créé sur place dans la tâche sera stocké. C'est-à-dire que dès que vous créez un fichier en local dans le working directory de la tâche, il sera envoyé sur task result. Et tac, une fois que ça c'est bon, les constantes. Donc là, on utilise un modèle avec TensorFlow. Qui est disponible sur le Docker Hub.
Donc là, ce qu'on va lui demander, c'est de train, donc tout ce qu'il y a dans le dossier Animals, qui est normalement dans qui est l'un de ces dossiers. Une fois que tout est prêt, on fait un task submit pour lui demander d'envoyer la tâche à la machine. Et normalement, si tout se passe bien, la tâche devrait commencer à tourner bientôt. Ça prend. Du coup, en attendant que la tâche tourne, si vous voulez, on peut faire une première série de questions. Comme ça rend le truc un peu plus ludique. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, c'est très clair. Merci beaucoup. On espère pouvoir commencer à tester prochainement. Yes. Et sinon, pour répondre à Gaël, c'est ça? Alors, Carnot ne fait pas encore de clé en main sur le machine learning. On commence à faire du clé en main on fait du clé en main sur tout ce qui est 3D pour l'instant seulement. Mais après, vu que toutes nos solutions, presque toutes nos solutions sont dockerisées, c'est assez facile de préparer son Dockerfile avec tout ce dont on a besoin dedans, de préparer son Docker et ensuite de l'envoyer sur Docker Hub. Et tu as juste besoin de mettre tes scripts dans les buckets et pouvoir faire tourner ce que tu veux sur Carnot. Donc, c'est pas clé en main, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus simple d'utilisation. Ensuite, c'est principalement du CPU. Donc, pour du machine learning, pour du deep learning, il y a des chances que ce soit moins puissant que une grosse machine GPU. Pour l'instant, on est en train de voir pour en acquérir, mais la situation est assez compliquée niveau GPU en ce moment. Je ne sais pas si si vous essayez d'en acheter vous aussi. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Ouais, je ne sais pas vraiment si c'est l'objet de cette réunion, mais on bosse sur un projet de voiture autonome Ouais, avec 42 et on se demandait s'il n'y avait pas moyen de faire un partenariat pour mettre votre nom quelque part et avoir un peu de la puissance de calcul en échange. alors, je sais qu'il y a déjà un partenariat avec 42AI. Je ne sais pas si vous voulez utiliser celui-là ou vous voulez faire un en particulier. Si vous voulez en faire en particulier, je pense que ça serait possible. Il faut que je demande. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Oui. Ok, super. Vous avez besoin de quoi en puissance? Excusez-moi. Non, juste. Vous en avez besoin assez vite, d'après ce que j'ai compris. Pour l'instant, ça va, on est sur la phase de début du projet, donc on n'est pas vraiment en training, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de puissance pour l'instant. Voilà, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire du coup, pour mettre ça en place. Tu peux m'envoyer un mail avec. Juste me renvoyer un mail pour me faire une demande. Et Ok. je la transmets à Guillaume, enfin un autre Guillaume, qui s'occupe des partenariats et qui vous dira sûrement oui. Ok. C'est quoi ton email? Non, c'est bon, je l'ai. Ah, on l'a déjà? Ok, Ouais. super. Merci beaucoup alors. De rien. Merci. Bon. Du coup, en attendant, vous pouvez voir que la tâche s'est bien lancée, elle est en train d'être exécutée. On voit les informations de TensorFlow. Donc, qui a trouvé des images de chiens, de chats, de singes et d'écureuils, et qui est en train de réapprendre à partir de ces images. Donc, voilà, le temps que ça s'entraîne, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à l'instant un petit peu pub où je vais vous présenter le QLab, qui est l'endroit où je travaille en ce moment. Donc,
Donc voilà, le CLIAP, c'est la branche innovation de Carnot. Donc le but, c'est, vu qu'on s'adresse à énormément de métiers qui sont tout aussi divers que spécialisés, on a besoin de gens qui sont tout aussi diversifiés et tout aussi et qui sont capables de s'intéresser à divers projets, que ce soit de l'animation 3D, du machine learning, de la mécanique des fluides ou de la compilation. En gros, tous les endroits dans lesquels il y a besoin de grosses puissances de calcul. Il n'y a pas besoin d'être un expert dans tous ces domaines-là, mais potentiellement, on peut toucher à n'importe lequel de ces domaines. Donc, c'est une branche à Carnot qui est nouvelle et qui est en pleine construction. Donc, on cherche donc à grandir. Il y a aussi tout à construire, ce qui est toujours très intéressant. Donc, dans ce qu'on fait pour l'instant, dans l'animation 3D, on commence à avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. On veut se développer en machine learning puisque c'est une très très forte. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui veulent faire du machine learning. En big data et en mécanique des fluides, c'est pareil, c'est deux autres domaines qui demandent énormément de puissance de calcul. En EDA, c'est la construction de systèmes imprimés. C'est un domaine qui est assez spécifique, mais pareil, qui est assez gourmand. La compilation, je pense que si vous êtes à 42 et que vous avez essayé de faire 2-3 trucs de compilation, ça peut être très 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 long quand tu commences à avoir un très gros projet. Tout ce qui est chimisterie, c'est la modélisation, ça peut être de la modélisation de protéines par exemple. La mécanique des fluides, ça va être simuler par exemple le vent sur un avion. Et le weather, ça va être la météo, c'est faire de la prédiction météo. Donc, c'est des branches qui sont très très variées, qui demandent à être spécialisées dans toutes. Mais on est là juste pour on est là pour d'abord pour dégrossir, voir s'il y a un intérêt, et aussi pour aller discuter avec le client. Et, et donc voilà, voilà. En machine learning, en projet potentiel, pour l'instant, ce qu'on veut, c'est donc s'intéresser à tout ce qui est aide aux personnes à mobilité réduite pour le radiateur. Donc qu'une personne qui soit en fauteuil roulant puisse l'utiliser aussi facilement qu'une personne qui soit complètement valide. Pour ça, on a pensé à la reconnaissance vocale. On a besoin de quelqu'un qui s'y intéresse et qui nous permette de construire les briques à la fois de reconnaissance vocale et de NLP qui permettent au radiateur d'augmenter sa température ou de la diminuer, mais aussi potentiellement d'appeler les secours si la personne fait une chute, par exemple. Ensuite, en machine learning plus classique, c'est plutôt une recherche horizontale, c'est-à-dire voir quels usages de machine learning sont vraiment intéressants et demandent de la puissance de calcul, et quels acteurs du monde du machine learning seraient intéressés par cette puissance de calcul. Donc, c'est des projets qui sont intéressants. Après, c'est des projets qui sont assez demandants et on privilégie les personnes qui sont en fin de cursus. Donc, voilà, qui ont déjà travaillé avant. Donc, on fait un premier stage qui avaient un autre métier avant et qui ont eu l'habitude de régler d'autres problématiques. Au Q-Network, on cherche aussi des stages. Là, ce sera beaucoup plus de l'embarqué, du réseau. On cherche des personnes qui sont à la fois dynamiques et motivées et qui savent faire de l'objet, mais sans forcément avoir beaucoup d'expérience dedans. Mais pareil, on cherche plutôt des stages de fin d'études. Donc voilà, voilà. Je propose qu'on garde, si la tâche s'est terminée, la tâche s'est terminée, ça a été un succès. Donc il y a un nouveau bucket qui a été créé, qui a un modèle retrain à l'intérieur et qui a donc le nouveau modèle. Donc ce que je propose de faire, c'est que tac, on entraîne la dernière brique et qu'on regarde si notre classifieur est capable de classifier des chiens et des chats. Donc, pour ça,
Voilà, on importe Carnot, on crée la connexion avec notre client token. Ensuite, on va créer la nouvelle tâche dont on a besoin. On va lui donner un Docker batch. Et on va lancer une tâche par image, comme ça on va pouvoir faire l'entraînement en parallèle. Et donc là, il va y avoir 40 tâches différentes qui vont être lancées, et chacune récupérera une image et l'entraînera. Donc, pareil, on a besoin donc tac de du modèle réentraîné. Des scripts. Et de dogcatsmalls, c'est là. Et j'ai oublié quoi? J'ai oublié le. J'ai oublié le bucket, j'ai tout oublié. Tac, tac, tac. OK. Donc là, il a bien les ressources. On va lui créer un nouveau résultat. Hop. Et en commande, on va lui demander donc de faire un dash de label. Sur chacune des instances.
correspondra chacune à une image. Tac, si je lance la tâche. Et normalement, dans quelques minutes, on aura des images de chiens et de chats qui seront entraînées et séparées, donc grâce au réseau de neurones. Donc voilà. Pour moi, c'est la fin du tutoriel. Donc il ne reste plus qu'à attendre de vérifier le résultat. Je ne sais pas si vous aviez d'autres remarques, questions, envie de partage. Dans le chat ou à voix haute, c'est plus simple pour moi de le vérifier. Sinon, pour savoir, vous êtes tous de 42 AI du coup? Oui. Oui. Tu dis oui pour tout le monde? Ouais, je pense que tout le monde ici est de AI. Moi, je viens de marquer non parce que du coup, moi, je découvre et Carnot et 42 AI du coup. Et c'est pour ça que je savais pas que pour le PDF, en fait, du coup, il fallait avoir le Slack, mais je savais pas que le Slack existait. Donc, du coup, je découvre tout aujourd'hui. Mais c'est super intéressant parce que j'ai commencé mon cursus il y a 2 mois, donc je découvre tout là. Ok. Ouais. ADV pour 2024. Ça marche, on t'attend. Ouais. Y a-t-il un taux de prédiction? Il y a sûrement un taux de prédiction. J'ai pas creusé ce tutoriel plus que ça. Donc, en général, le taux de prédiction, c'est qu'à prendre la prédiction la plus importante. Tu vas avoir chat qui sera à 75, chien qui sera à 25, singe qui sera à 13 et donc écureuil qui sera à 12. Et il te dira que c'est un chat. Et si chien était à 80, il te dirait que c'est un chien. C'est pour ça que je posais la question au début, parce que dans le bootcamp que j'avais fait, Ouais. justement, ce que j'avais réalisé, que c'est pour des entraînements, des tâches simples comme ça, il y avait une plus grosse réussite en fait sur le machine learning, parce qu'en fait le deep, comme c'est des modèles très compliqués, on arrive moins à les expliquer. Et quand on avait fait des entraînements de classification en deep, on avait des taux de réussite mais catastrophiques, c'est on tombait dans les 30 ou 40%. Alors qu'en machine learning, par exemple avec Escaler, donc comme ça, puis après on faisait des matplotlib et des seaborn, on pouvait monter des fois à du 90% suivant la qualité des images, s'il n'y a pas d'interférence et tout. C'est pour ça que je me demandais dès le début pourquoi il y avait un choix de deep learning pour ce tutoriel en fait. Parce que c'est cool le deep learning. En fonction du modèle, en fonction de sa vitesse, de son temps d'entraînement et tout, le deep learning peut atteindre des très très bons résultats. Donc 30%, ça paraît vraiment peu. Je ne sais pas si c'était comparativement au temps d'entraînement ou comparativement à quoi. Et justement, c'est devenu intéressant depuis qu'ImageNet dont je parlais plus haut en 2012, a sorti une immense base de données d'images classifiées et labellisées, qui a permis au réseau de neurones justement d'apprendre à partir d'images de grands groupes d'images classifiées. Donc sur peu d'images, effectivement, souvent c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un algorithme de machine learning simple. Parce qu'un algorithme de deep learning prend énormément de temps d'entraînement, beaucoup plus. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres. Ouais. Ah, Mathéo Papin aussi est juste de 42. Et tous des nouvelles années? Ou il y a des personnes qui sont là depuis longtemps? Ah, pardon, il y a une question que j'ai pas vue. Alors, est-ce que tu as appris sur le tas dans ce domaine en faisant ton stage ou tu avais déjà une bonne base avant d'y aller? Dans ce domaine, le machine learning, alors je n'ai pas fait de machine learning durant mon stage. Et oui, j'ai beaucoup potassé de moi-même durant les premiers mois où j'étais ici. Donc, beaucoup sur le tas.
Ensuite, c'est des choses qui se font sur plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que le sujet m'intéresse depuis que je suis arrivé à 42 en 2016. Ah. Bon, bonne journée. Bonne soirée, Louis. Le sujet m'intéressait depuis 2016 et j'ai vraiment réussi à... Donc, j'ai commencé vraiment à me former en début 2018. Donc, j'ai intégré Carnot fin 2019. J'avais déjà les bases du machine learning et à Carnot, ça me permet d'approfondir le sujet. Ensuite, pour moi, c'est l'un des avantages de 42, c'est que ça te donne un petit peu un no limit dans le sens où on t'a habitué à aller creuser les sujets de toi-même et tu vas pas t'arrêter au fait qu'il y a personne qui te l'apprenne pour pouvoir foncer et rentrer dans un sujet, ce qui est pour moi l'une des choses les plus intéressantes que 42 méprises. Est-ce que vous utilisez du machine learning ou du deep learning avec vos autres activités, là, comme la Mécaflu? Non, pour l'instant, le machine learning, on l'utilise juste pour pouvoir faire des tests pour proposer la solution. On n'a pas encore d'utilisation en interne et on n'a pas encore d'utilisation conjointe avec d'autres outils. Enfin, il y a des outils qu'on utilise qui ont du machine learning, mais on ne crée pas nous-mêmes des outils en utilisant le machine learning. Parce qu'il existe des cas où on fait les grosses simulations, par exemple en mécanique des fluides, et ça permet d'entraîner un modèle qui, lui, va tourner beaucoup plus vite ensuite. Ouais, je sais que ça existe. Ensuite, moi, j'en ai jamais fait personnellement. Je sais qu'on a eu des problèmes, notamment avec le framework Yeti, qui est pour faire de la 3D. Et le rendu des poils était fait donc avec du deep learning sur GPU. Et donc pendant un moment, on avait un souci qui était que sur CPU, on ne pouvait pas l'utiliser, puisque c'était une brique de deep learning très très spécialisée. Pour te donner un exemple. Donc il y avait du deep learning, mais c'est juste pas nous qui l'avons implémenté. Enfin, c'était dans la solution en interne. D'accord. Et pour, par exemple, la mécanique des fluides, je pense que c'est la même chose. Si on en utilise, ça sera ça sera dans une solution qu'on aura, sauf si on a un gros client qui nous demande de creuser le projet. Là, on voit que toutes les tâches sont exécutées, du coup, les 40 sont exécutées d'un coup. Si on va dans le bucket de résultats et qu'on regarde, il a trouvé des chats, des chiens et un singe. Donc, du coup, c'est pas un 100%. Donc ensuite, on peut vérifier dans les images de chat qu'il a trouvé en chat. Dans les images de chien, ce qu'il a trouvé en chien. Et ensuite, voir pourquoi est-ce qu'il a trouvé une image de singe. Et c'est un chien tout mignon qui ressemble un petit peu à un singe comme ça, c'est vrai. Peut-être la patte. Bref. Voilà. C'est pas un 100%, mais c'est vraiment pas mal. Pour moi, j'ai fini la présentation. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Sinon, je propose qu'on y aille puisqu'elle dure un peu plus longtemps que prévu. Oui, merci beaucoup. Merci Guillaume du coup pour la présentation.